Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment au Bénin? Un homme se présente à la présidence de la République avec un programme de plus de 60 pages. Un programme qui couvre tout. La santé, l'éducation, l'agriculture, l'énergie, la justice, la technologie, la diplomatie. Et qui pose une question centrale. Comment faire en sorte que la croissance économique du Bénin profite à chaque citoyen où qu'il vive dans le pays? Ce candidat s'appelle Romuald Wardani. Il se présente avec sa colistière Mariam Tchabi Talata Zime Yerima sous le slogan « Plus loin ensemble » pour l'élection présidentielle de 2026. Et dans cette vidéo, nous allons analyser son programme dans le détail, sans raccourci, sans simplification excessive et sans complaisance. Nous allons lire les chiffres qu'il avance, comprendre les mécanismes qu'il propose et identifier les questions légitimes auxquelles ce programme ne répond pas encore. Installez-vous confortablement, nous avons beaucoup de choses à dire. Avant de parler du programme, il faut comprendre qui est l'homme qui le propose. Parce qu'un programme politique n'existe pas indépendamment de celui qui l'écrit. Il reflète un parcours, une vision du monde, une conception de l'État et de l'économie. Romuald Wardani est avant tout un économiste de formation. Il a fait des études supérieures en finance et en économie et il a travaillé dans le secteur privé international avant de revenir au Bénin. Ce n'est pas un politique de carrière. Ce n'est pas quelqu'un qui a passé sa vie dans les partis, a fait des campagnes ou a construit un réseau électoral. Il vient du monde de la gestion, de la rigueur budgétaire et des indicateurs économiques. C'est le président Patrice Talon qui l'a rappelé pour diriger le ministère des Finances et de l'économie du Bénin. Il a occupé ce poste pendant l'essentiel de la décennie 2016-2026, précisément la décennie que son programme revendique comme un succès économique. Voilà le premier point fondamental à comprendre. Quand le programme dit « Nous avons construit 3000 km de routes où nous avons triplé le budget de l'État », M. Wardani parle de son propre bilan en tant que ministre des Finances. Il est à la fois l'auteur du bilan et le candidat qui demande à en être récompensé. Cela a deux conséquences directes. Premièrement, le programme est crédible sur les chiffres. M. Wardani connaît les dossiers de l'intérieur. Il a négocié les financements internationaux, il a vécu les réformes, les chiffres qu'il cite ne sont pas inventés, ils sont vérifiables. Deuxièmement, il porte aussi la responsabilité des limites de cette période. Si un tiers de la population béninoise vit encore dans l'extrême pauvreté après 10 ans de forte croissance, il en est l'un des responsables politiques, même si ce n'est pas la seule explication. C'est ce qu'on appelle en politique la double posture du candidat bilan. On revendique les succès et on doit assumer les insuffisances. Le programme de M. Wardani est honnête sur ce point. Il reconnaît lui-même que la croissance n'a pas encore bénéficié à tous et c'est précisément ce qu'il dit vouloir corriger. Pour les prochaines élections, M. Wardani se présente avec Mme Talata comme vice-présidente. Le slogan « Plus loin ensemble » est choisi avec intelligence. Le mot « plus loin » reconnaît implicitement qu'on a déjà avancé, mais que le travail n'est pas fini. Le mot « ensemble » dit que le projet n'est pas réservé à une élite. C'est une promesse d'inclusion et c'est autour de cette promesse d'inclusion que s'articule toute l'architecture du programme. Le programme s'ouvre sur un bilan. Ce bilan est important à comprendre avant tout le reste, parce qu'il pose les fondations sur lesquelles tout le reste repose. Si le bilan est solide et vérifiable, les nouvelles promesses sont d'autant plus crédibles. Si le bilan est exagéré ou incomplet, cela change l'éclairage sur tout ce qui suit. Regardons donc les chiffres avec attention. Le chiffre le plus mis en avant est le taux de croissance du produit intérieur brut. En 2015, la croissance du PIB béninois était de 1,8%. En 2025, elle est d'environ 8%. C'est une multiplication par près de 5 du rythme de croissance en 10 ans. Pour situer ce chiffre dans ce contexte, la moyenne africaine tourne autour de 3 à 4% par an. Le Bénin se situe donc au double de cette moyenne et pendant les années les plus difficiles de la période, notamment la pandémie de Covid-19 en 2020 et la crise minoritaire des prix alimentaires en 2022, le Bénin a maintenu une croissance positive alors que de nombreux pays de la région plongeaient dans le rouge. Le revenu par habitant a augmenté de 50%. Il est passé de moins de 600 000 francs en 2015 à plus de 900 000 francs CFA en 2025. Cela représente 300 000 francs supplémentaires par personne et par an en moyenne. Mais il faut nuancer ce chiffre. Le revenu par habitant est une moyenne nationale. Une moyenne peut cacher de très grandes inégalités. Si les couches supérieures s'enrichissent rapidement et les couches les plus pauvres peu, la moyenne augmente quand même.
Le programme lui-même reconnaît qu'un tiers de la population vit encore dans l'extrême pauvreté. C'est la tension fondamentale que ce bilan doit assumer. Les finances de l'État ont subi une transformation structurelle profonde. Le budget national a triplé. De 1200 milliards de francs CFA en 2016, il est passé à plus de 3500 milliards en 2025. Cette progression a été rendue possible par une augmentation considérable des recettes fiscales qui sont passées de 745 milliards de francs CFA en 2016 à 2257 milliards en 2025. Autrement dit, l'État béninois collecte aujourd'hui 3 fois plus d'impôts qu'il y a 10 ans. Le taux d'endettement est de 53,2% du PIB en 2025, alors que le plafond communautaire autorisé dans la zone UEMOA est de 70%. Le Bénin dispose donc encore d'une marge de manœuvre budgétaire pour financer des grands projets sans violer les règles communes. Et le déficit budgétaire a été réduit de 6% du PIB en 2015 à 0,5% en 2019, avant de remonter à 2,8% en 2025, ce qui s'explique probablement par les investissements massifs engagés dans les grandes infrastructures. Un fait par contre remarquable, le Bénin occupe aujourd'hui la première place en Afrique sur l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales. C'est une reconnaissance internationale de la rigueur budgétaire qui a été mise en place. Cette crédibilité financière a permis au Bénin d'émettre son premier eurobond, une obligation sur les marchés financiers internationaux de 500 millions d'euros en 2019, puis un financement lié aux objectifs de développement durable de 500 millions d'euros en 2021 et en 2026 un sukuk inaugural, un instrument de finance islamique adapté aux investissements du Golfe de 500 millions de dollars. Ce sont des signes très forts envoyés aux marchés financiers mondiaux. Le Bénin est un pays sérieux et on peut y investir avec confiance. En matière d'infrastructure, les réalisations sont concrètes et visibles. Plus de 3000 km de routes bitumées ont été construites en 10 ans, reliant désormais les 77 communes du Bénin entre elles. Pour donner une échelle, 3000 km, c'est la distance à vol d'oiseau entre Cotonou et Nairobi. C'est considérable pour un pays de la taille du Bénin. Le réseau de pistes rurales a été étendu à plus de 14 000 km. Une dizaine de ponts modernes ont été construits à travers le pays. L'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou a été réhabilité et mis aux normes internationales. Nouvelles pistes d'atterrissage, nouveau terminal, nouvelles infrastructures logistiques. Il a accueilli environ 550 000 passagers en 2025. Le port autonome de Cotonou a été mis en gestion déléguée avec un plan directeur de modernisation de plus de 500 milliards de francs CFA. En énergie, le taux d'accès à l'électricité est passé de 30% à 61% de la population en 10 ans. Doubler l'accès à l'électricité pour un pays en développement en une décennie est un effort réel. Le coût du raccordement en réseau a été divisé par 5. Il est passé de 99 000 à 20 000 francs CFA. 633 nouvelles localités ont été électrifiées contre 125 en 2016 et plus de 100 000 lampadaires ont été installés sur les domaines publics. Pour l'eau potable, l'État a investi 630 milliards de francs CFA sur 10 ans. En milieu urbain, le taux de décès est passé de 53% à 77%. En milieu rural, il a presque doublé pour atteindre 84%. 3 millions de nouvelles personnes ont accès à l'eau potable depuis 2016, soit autant que ce qui avait été réalisé dans les 26 années précédentes de 1990 à 2016. En éducation, les taux de réussite aux examens nationaux ont progressé de façon spectaculaire. Au certificat d'études primaires, on est passé de 42% à 89% de réussite. Au brevet d'études du premier cycle, de 16% à 77%. Au baccalauréat, de 30% à 73%. Ces chiffres reflètent une transformation profonde de l'école publique béninoise qui était caractérisée avant 2016 par des grèves à répétition, des années scolaires incomplètes et un taux d'échec chronique. 9000 salles de classe ont été construites. Plus de 37 000 aspirants au métier d'enseignant ont été recrutés et déployés. Les cantines scolaires couvrent aujourd'hui plus de 80% des écoles primaires publiques et bénéficient à 1,3 million d'écoliers par jour. Cette dernière mesure peut paraître accessoire, mais elle ne l'est pas. L'accès à un repas chaud à l'école est l'un des facteurs les plus puissants pour améliorer les fréquentations scolaires et maintenir les enfants à l'école, en particulier dans les familles vulnérables.
En santé, le centre hospitalier international de Calavi a été construit et couvre une vingtaine de spécialités médicales. Le nombre de soignants qualifiés a doublé, passant de 5 à 12,5 pour 10 000 habitants. 200 médecins sont formés chaque année. Le plateau technique a été modernisé avec 250 ambulances, 2 IRM et 7 scanners déployés sur l'ensemble du territoire. La réalisation industrielle la plus visible de la décennie est la zone industrielle de Glodjigbe, la GDIZ. Lancée il y a quelques années sur un site de 1640 hectares, elle a déjà créé plus de 20 000 emplois directs en moins de 3 ans. La philosophie de la GDIZ est simple et efficace. Plutôt que d'exporter les matières premières béninoises brutes, notamment le coton, l'anacade, le karité, le soja, pour qu'elles soient transformées ailleurs et revendues à prix fort, on les transforme sur place et on exporte des produits à valeur ajoutée. Le Bénin est devenu le premier producteur africain de coton avec une moyenne de 641 000 tonnes sur les 5 dernières campagnes. C'est un titre qui ouvre les portes commerciales à l'international et qui donne une position de négociation forte dans les échanges avec l'Asie et l'Europe. Ce bilan est réel. Les routes existent, les hôpitaux sont construits, la croissance est mesurée par des organismes indépendants. Mais il serait malhonnête de s'arrêter là. Le programme lui-même écrit noir sur blanc qu'un tiers de la population béninoise vit encore dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'après 10 ans de forte croissance, après le triplement du budget, après 3000 km de route et des dizaines d'hôpitaux construits, environ 4 millions de Béninois survivent encore avec moins de $2 par jour. Cela ne signifie pas que les réformes ont échoué. Cela signifie que la croissance n'a pas encore suffisamment été diffusée jusqu'aux populations les plus vulnérables, les plus éloignées, les plus marginalisées. Et c'est précisément ce déficit reconnu, formulé et assumé que le nouveau programme dit vouloir corriger. C'est son ambition centrale. Nous arrivons au cœur stratégique du programme. La grande innovation que propose M. Wadayi, c'est le passage d'une logique de croissance nationale à une logique de développement territorial. Comprenons précisément ce que cela signifie. Pendant 10 ans, les réformes ont été conçues et pilotées depuis Cotonou pour tout le pays simultanément. C'est une approche dite descendante. On fixe des objectifs nationaux. Par exemple, augmenter le taux d'électrification, améliorer les résultats scolaires, diversifier l'économie et on déploie des politiques uniformes pour tout le pays. Le problème bien connu de cette approche, c'est qu'elle crée inévitablement des inégalités territoriales. Les grandes villes qui disposent déjà d'infrastructures, d'entreprises, d'administrations compétentes et d'une population éduquée captent une part disproportionnée des bénéfices de la croissance. Les zones rurales et enclavées, elles, attendent. Le programme propose de changer de méthode. Désormais, l'État regardera chaque territoire avec ses spécificités propres, à savoir ses ressources naturelles, ses savoir-faire, son potentiel touristique et son tissu humain et construira un projet de développement sur mesure pour ce territoire. C'est ce qu'on appelle le développement territorial endogène. Pour opérationnaliser cette vision, le programme crée 6 pôles de développement territorial qui couvrent l'ensemble du territoire national. Le pôle Borgou-Alibori couvre le nord-est du Bénin. C'est une région à fort potentiel agricole en coton, soja et élevage et stratégiquement située à la frontière avec le Niger et le Nigeria. Le pôle Atakora-Donga couvre le nord-ouest. C'est une région montagneuse aux paysages remarquables, à fort potentiel touristique et artisanal, avec des traditions culturelles extrêmement riches. Le pôle Zou-Colline couvre le centre du pays. C'est une région agricole polyvalente, carrefour logistique entre le nord et le sud, avec les villes historiques d'Abomey et son patrimoine classé à l'UNESCO. Le pôle Monokofo couvre le sud-ouest. C'est une région côtière à fort potentiel touristique et halieutique avec Grand Popo et ses plages et le fleuve Mono comme ressource naturelle majeure. Le pôle Atlantique littoral qui englobe Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah est le cœur économique, industriel, commercial et culturel du pays. C'est ici que se concentre la grande majorité de l'activité économique nationale. Et enfin, le pôle Ouémé-Plateau couvre le sud-est. C'est une région très densément peuplée, proche de la frontière nigériane avec Porto Novo, la capitale administrative du pays. Chaque pôle sera organisé autour de 4 composantes stratégiques. 3 de ces composantes sont communes à tous les pôles. Chaque pôle aura au moins une industrie structurante qui transforme les matières premières locales.
Au moins une ville de splendeur et un village de splendeur seront développés et labellisés. Chaque territoire devient un moteur d'innovation ciblé, adapté à ses besoins et à ses ressources spécifiques. La quatrième composante est spécifique aux atouts propres du territoire. Tout cela sera soutenu par un socle commun, des infrastructures de qualité, notamment les routes, l'électricité et l'Internet haut débit. Un capital humain formé aux besoins des entreprises locales, la promotion des petites et moyennes entreprises et des artisans et des mesures fiscales incitatives pour attirer l'investissement privé. Pour illustrer concrètement ce que cela donne, le programme décrit en détail le pôle Atlantique littoral. L'industrie structurante de ce pôle, c'est la GDIZ, la zone industrielle de Glodjibé, complétée par des unités de transformation agroalimentaire, des ateliers d'excellence et une école-usine. Le tourisme sera tiré par la cité lacustre de Ganvier, par Ouida en ville de splendeur, par le village de Gogo-Tekpon et par la future station balnéaire d'Avlekete. L'innovation sera portée par le campus Seme City, déplacé et agrandi à Ouida, par un laboratoire de production de vitroplans et par des laboratoires privés de recherche. Et la composante spécifique à ce pôle, c'est l'économie bleue. Pêche et aquaculture, logistique portuaire, transport fluvial, restauration des côtes et surveillance du littoral. Pour que tout cela fonctionne dans la pratique, le programme prévoit une gouvernance à 2 niveaux. Au niveau territorial, chaque pôle disposera d'une agence régionale de développement chargée de coordonner les interventions, d'en garantir la bonne exécution et de suivre l'atteinte des résultats. Au niveau national, une entité de pilotage rattachée directement à la présidence de la République assurera la cohérence globale et l'alignement avec les priorités nationales. L'objectif d'ici 2033, c'est que chaque Béninois, où qu'il vive dans le pays, trouve une opportunité économique à portée de main. C'est la promesse centrale du programme. C'est aussi celle sur laquelle il sera jugé. La santé est le secteur où les enjeux sont les plus immédiats pour les Béninois ordinaires. Quand vous êtes malade, vous voulez un établissement accessible, un diagnostic compréhensible et un traitement que vous pouvez payer. C'est aussi simple et aussi exigeant que cela. Le bilan présenté est significatif. Le nombre de soignants qualifiés pour 10 000 habitants a doublé, passant de 5 à 12,5. Le centre hospitalier international de Calavi couvre une vingtaine de spécialités. 16 000 agents de santé communautaire ont été déployés pour rapprocher les soins des populations. Mais il faut replacer ce chiffre dans son contexte. L'Organisation mondiale de la santé recommande un minimum de 44,5 professionnels de santé pour 10 000 habitants. À 12,5, le Bénin a progressé, mais reste encore très en dessous du seuil recommandé. La progression est réelle, mais le chemin restant à parcourir aussi. Les nouveaux projets s'articulent autour de plusieurs axes concrets. Premier axe, la prise en charge systématique des urgences vitales. Le programme propose que toute personne arrivant dans un état critique dans un établissement de santé soit immédiatement prise en charge sans avoir à payer d'avance. Cette mesure élimine l'obstacle le plus brutal que connaissent les familles pauvres face à la maladie, l'impossibilité de payer en urgence. Deuxième axe, un canal de santé numérique pour chaque Béninois. Ce dossier patient électronique sera interconnecté à l'ensemble des structures sanitaires du pays via un système d'information hospitalier généralisé. En pratique, cela signifie que si vous êtes soigné à Nati Tengu et que vous tombez malade à Cotonou 6 mois plus tard, le médecin cotonois pourra consulter l'intégralité de votre historique médical en quelques secondes. Fini les dossiers perdus, les antécédents oubliés et les examens refaits inutilement. Troisième axe, la construction de nouvel hôpital international moderne à Parakou. Aujourd'hui, les habitants du Nord Bénin qui ont besoin de soins spécialisés doivent parcourir 400 km en moyenne pour rejoindre Cotonou. Ce déplacement représente un coût financier, un coût en temps et un risque médical. Un grand hôpital à Parakou changerait radicalement cette réalité pour plusieurs millions de personnes. Quatrième axe, la généralisation progressive de la télémédecine et de l'intelligence artificielle dans les hôpitaux. La télémédecine permet à un médecin généraliste dans un village reculé de consulter en vidéo un spécialiste à Cotonou pour un cas complexe. L'intelligence artificielle peut aider au diagnostic en analysant des images médicales ou des données de patients avec une précision impossible à atteindre manuellement. Ces outils ne remplacent pas les médecins, ils les rendent plus efficaces et plus présents, même là où ils ne peuvent pas se déplacer physiquement. Cinquième axe est l'un des plus originaux, la création d'une filière nationale dédiée à la pharmacopée traditionnelle.
Le Bénin possède une richesse immense des plantes médicinales et de savoirs traditionnels sur leur usage thérapeutique. Ces savoirs sont aujourd'hui mal documentés, non standardisés et non contrôlés en termes de qualité et d'efficacité. Le programme propose de structurer une filière complète, recherche et développement scientifique pour identifier les plantes actives et les dosages sûrs, production industrielle standardisée, commercialisation et contrôle qualité rigoureux. Un mécanisme d'accréditation des praticiens sera mis en place, limité à la prescription de médicaments traditionnels certifiés pour garantir la sécurité des patients. C'est une mesure qui atteint plusieurs objectifs simultanément. Elle valorise un patrimoine culturel et naturel unique. Elle crée des emplois qualifiés dans la recherche et l'industrie. Elle améliore l'accès aux soins pour les populations qui utilisent déjà la médecine traditionnelle et elle le fait de façon scientifiquement validée et sécurisée. En éducation, les progrès présentés dans le bilan sont réels, mais le programme ne s'arrête pas là. Il trace une vision pour la prochaine génération. La première grande proposition est la numérisation complète du système éducatif. Chaque élève aura un identifiant unique et un livret scolaire numérique qui le suivra de la maternelle jusqu'à l'université. Ce suivi permettra à l'État de disposer en temps réel de données fiables sur la scolarisation effective, l'assiduité de chaque élève, ses résultats et les besoins de formation des enseignants. Les curricula et les contenus pédagogiques seront aussi numérisés pour harmoniser les pratiques d'enseignement sur l'ensemble du territoire. La deuxième proposition majeure est la généralisation de la gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles à tous les cycles. Aujourd'hui, dans de nombreuses familles béninoises aux ressources limitées, ce sont les filles qui sont retirées de l'école en premier, que ce soit pour se marier plus tôt, pour aider à la maison ou parce que les frais de scolarité ne permettent pas de garder tous les enfants. La gratuité supprime cet obstacle financier et donne aux filles les mêmes chances de réussir que les garçons. Cette mesure touche en moyenne 300 000 bénéficiaires par an. Troisième proposition, la construction de nouvelles écoles et lycées spécialisés dans les sciences, la technique et les métiers. Le programme prévoit 6 lycées scientifiques, 6 lycées de jeunes filles, 12 lycées techniques agricoles, 12 écoles professionnelles de formation agricole et 15 lycées techniques professionnels orientés vers les secteurs prioritaires de l'économie, à savoir le numérique, l'énergie, la construction, l'eau et l'assainissement. Quatrième proposition et à mon avis la plus structurante sur le long terme, la création progressive des Seme City Hubs dans chaque pôle de développement territorial. L'idée est la suivante. Installer dans chaque région du Bénin des espaces connectés et équipés qui donnent accès à des formations d'excellence en ligne. Un jeune de Nati Tengou ou d'un village de Latakwara pourra ainsi suivre les mêmes formations que l'étudiant du campus de Cotonou sans avoir à quitter sa région ni à payer un loyer en ville. C'est la démocratisation géographique de l'excellence éducative et c'est une réponse directe à l'une des causes profondes de l'exode rural. Les jeunes des régions éloignées ne fuient pas seulement la pauvreté, ils fuient aussi l'absence de perspective dans leur localité. La nutrition est souvent le parent pauvre des débats politiques. Pourtant, les sciences médicales sont formelles. La malnutrition durant les 3 premières années de vie a des conséquences irréversibles sur le développement cognitif et physique de l'enfant. Un enfant qui a souffert de malnutrition sévère avant ses 2 ans ne pourra jamais rattraper complètement le retard de développement neuronal accumulé. Le programme propose une initiative appelée Nutrition et Capital Humain. L'approche est intégrée. Dès la grossesse, chaque mère bénéficiera d'un accompagnement nutritionnel adapté. Durant les 1000 premiers jours de vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, une supplémentation ciblée assurera le développement optimal du cerveau et du corps. Des unités de production de compléments alimentaires locaux seront construites pour réduire les importations. Des semences améliorées plus riches en vitamines et en fer seront produites et distribuées pour lutter contre l'anémie. Et la promotion de jardins familiaux dans les villages permettra aux familles de mieux se nourrir par elles-mêmes. Derrière cette proposition se retrouve un raisonnement économique solide que le programme lui-même formule. Investir dans l'enfant, c'est investir dans la nation. Un enfant bien nourri apprend mieux, travaille mieux et contribuera davantage à l'économie pendant toute sa vie active. C'est l'un des rendements sur investissement les plus élevés qui existent en politique de développement.
Malgré les progrès réalisés avec un taux de décès rural de 84% et urbain de 77%, plusieurs centaines de milliers de Béninois n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre. Le programme propose un programme national Eau pour tous visant l'accès universel en 2033. Au programme, 314 nouveaux systèmes d'approvisionnement multi-villages en milieu rural, 18 projets structurants en milieu urbain et un programme spécifique pour que chaque école et chaque centre de santé ait de l'eau courante. Un objectif technique mérite qu'on le souligne. Réduire les pertes d'eau dans les réseaux de distribution de 32% à 15%. Aujourd'hui, près d'un tiers de l'eau produite et injectée dans les canalisations est perdue avant d'atteindre les robinets à cause de fuites, de connexions illégales ou de vétusté des infrastructures. Réduire ces pertes de moitié, c'est comme augmenter la capacité de production sans construire de nouvelles installations. Sur la protection sociale, le programme opère une rupture claire avec le modèle précédent d'aide ponctuelle et non ciblée. La nouvelle approche repose sur la création d'une plateforme nationale de prestations sociales. Cette plateforme fonctionnerait ainsi. Un registre national des ménages serait constitué, identifiant avec précision chaque famille béninoise en précisant sa composition, sa situation géographique, ses revenus et ses vulnérabilités. Ce registre serait relié aux autres bases de données de l'État. Le registre national des personnes physiques, les données fiscales, les données de santé est mis à jour régulièrement pour détecter automatiquement les changements de situation, une perte d'emploi, un décès dans la famille, une maladie grave, etc. Les aides seraient distribuées via une plateforme numérique unique, sécurisée par identification biométrique et versée directement sur le téléphone mobile du bénéficiaire sans intermédiaire. Ce système limiterait à la fois les fraudes et les délais de versement. En complément, un SAMU social national est proposé pour intervenir en urgence auprès des personnes en grande précarité, notamment les sans-abri, les malades mentaux abandonnés et les victimes de violences. Et des programmes spécifiques sont prévus pour les personnes handicapées, les personnes âgées isolées et les enfants en situation difficile. L'agriculture emploie plus de la moitié de la population active béninoise. Pourtant, les agriculteurs sont fréquemment parmi les plus pauvres du pays. Ce paradoxe apparent s'explique par plusieurs facteurs structurels. Des rendements insuffisants, un accès très limité aux intrants de qualité, une incapacité chronique à obtenir des crédits formels et une dépendance aux intermédiaires qui captent une grande partie de la valeur créée. Le bilan de la décennie écoulée est néanmoins impressionnant. La production de riz a doublé, passant de 204 000 à 525 000 tonnes. Celle du soja a triplé à 422 000 tonnes. Les périmètres irrigués ont été multipliés par 4, de 6 200 à 26 000 hectares. Plus de 3 000 kits de tracteurs subventionnés ont été distribués et le Bénin est devenu le premier producteur africain de coton avec 641 000 tonnes en moyenne sur les 5 dernières campagnes. Mais les nouvelles propositions vont bien au-delà du prolongement de cette tendance. Elles visent une transformation de la condition même de l'agriculteur béninois. Le premier grand axe est l'agriculture de précision. Il s'agit d'utiliser les technologies modernes pour optimiser la production. Concrètement, des drones pour surveiller les cultures à grande échelle et détecter les maladies des plantes avant qu'elles ne se propagent. Des capteurs de sol pour mesurer l'humidité, la température et les nutriments disponibles afin d'adapter précisément l'irrigation et la fertilisation. Des mini-stations météo installées dans les zones agricoles pour fournir aux paysans des prévisions locales fiables et des plateformes mobiles permettant aux agriculteurs d'accéder aux informations sur le prix des marchés, de commander leurs intrants et de vendre leur production directement sans passer par des intermédiaires qui capturent la valeur. Les objectifs chiffrés sont très ambitieux. Tripler les rendements du manioc et du maïs et doubler ceux du cajou, du riz, du soja et du karité. Atteindre ces objectifs en 7 ans est un défi considérable, mais les technologies existent. L'enjeu est leur déploiement à grande échelle dans un pays en développement. Le deuxième grand axe est à mon sens la proposition la plus profondément humaine du programme, la protection sociale des agriculteurs. Voici comment ce système fonctionnerait. La production de chaque agriculteur serait divisée en 3 parties. La première part revient immédiatement à l'agriculteur. C'est son revenu courant dont il peut disposer librement. La deuxième sert à rembourser les intrants utilisés, à savoir les semences,
l'engrais et les carburants pour les machines. La troisième part alimente un fonds de prévoyance et de retraite agricole. Ce fonds a 3 fonctions. Une assurance récolte. Si votre récolte est sérieusement insuffisante à cause d'une sécheresse ou d'une inondation, vous recevez une compensation. Une épargne. Vous constituez progressivement un capital et une retraite. Quand vous êtes trop âgé pour travailler, vous touchez une pension. Aujourd'hui, un agriculteur béninois qui vieillit n'a rien. Il dépend entièrement de sa famille, qui elle-même est souvent dans la précarité. Ce système changerait fondamentalement la sécurité matérielle du monde rural. C'est une mesure de dignité autant que d'efficacité économique. Sur l'industrie, la philosophie du programme est très claire. Il ne s'agit pas simplement d'attirer des investisseurs étrangers qui s'installent, produisent et rapatrient les profits à l'étranger. Il s'agit de bâtir un tissu industriel national composé d'entreprises béninoises capables de grossir, de se spécialiser, d'exporter et un jour de concourir sur les marchés régionaux et mondiaux. Pour cela, le programme propose la création d'un fonds de développement industriel. Ce fonds remplira 3 missions. Premièrement, créer dans chaque pôle territorial des unités industrielles de transformation des matières premières locales, accessibles aux producteurs de la région. Deuxièmement, sélectionner des entreprises béninoises à fort potentiel dans des secteurs prioritaires et les accompagner intensivement. Accès au financement, appui technique, soutien à l'exploitation et etc. Troisièmement, favoriser les rapprochements et fusions entre petites entreprises béninoises pour leur permettre d'atteindre une taille critique et de devenir plus compétitives. L'objectif final, faire émerger des champions nationaux, c'est-à-dire des entreprises béninoises capables de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales et d'exporter des produits transformés à forte valeur ajoutée. C'est le modèle que le Maroc a réussi dans l'automobile et l'aéronautique, que l'Éthiopie commence à construire dans le textile. Le Bénin veut ses propres champions dans ses propres secteurs. L'énergie est le préalable à tout. Pas d'électricité fiable et abordable, pas d'industrie compétitive, pas d'hôpitaux performants, pas d'école numérique. L'énergie n'est pas un secteur parmi d'autres, c'est la condition sine qua non du développement de tous les autres. Le bilan est réel. Le taux d'électrification est passé de 30% à 61% en 10 ans. Mais 39% de la population, soit environ 5 millions de Béninois, n'ont toujours pas accès à l'électricité. Et parmi ceux qui y ont accès, beaucoup subissent encore des coupures fréquentes qui pénalisent les entreprises et la vie quotidienne. Le programme propose plusieurs interventions majeures. La plus ambitieuse est la construction du complexe hydroélectrique de Dogobis. Ce barrage créerait un réservoir de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau. La centrale associée produirait 128 MW d'énergie propre pour une production annuelle estimée à 342 GWh. Mais ce projet a 2 bénéfices supplémentaires. Il réduirait d'environ 40% les risques d'inondation dans les zones situées en aval du barrage et il améliorerait la sécurité, l'approvisionnement en eau pour l'irrigation agricole. C'est un projet à triple dividende. Pour sécuriser l'énergie thermique, un gazoduc dédié Bénin-Nigeria est prévu pour doubler la capacité d'acheminement du gaz et réduire la dépendance à des circuits d'approvisionnement peu fiables. L'exploration des ressources propres en gaz naturel du Bénin sera également engagée. Et pour accélérer le raccordement des ménages, la campagne nationale Se brancher aujourd'hui, payer plus tard, permettra de subventionner le coût du branchement et de l'installation intérieure remboursable progressivement sur la facture d'électricité. Dans les zones les plus isolées, des kits solaires, des mini-réseaux solaires et des systèmes hybrides seront déployés comme solution intermédiaire. Le Bénin possède des atouts touristiques exceptionnels qui restent encore largement sous-exploités. Son histoire est unique au monde. Carrefour de civilisation africaine, royaume du Nord-Comais avec ses rois et ses amazones, berceau du vaudou et point de départ de centaines de milliers d'esclaves vers les Amériques. Cette histoire fait du Bénin une destination de tourisme mémorial et culturel sans équivalent en Afrique de l'Ouest. L'objectif pour 2033 est d'atteindre 2,5 millions de visiteurs internationaux par an. Pour mémoire, le Bénin en accueille aujourd'hui entre 300 000 et 400 000 par an. C'est donc une multiplication par 6 à 8 du flux touristique en 7 ans. C'est énorme. Le programme avance 3 leviers principaux.
le développement de pôles touristiques labellés avec les villes et villages de splendeur dans chaque territoire, l'aménagement du parc national des monts Koufé-Wari-Maro en destination de safari haut de gamme et l'ouverture de liaisons aériennes directes vers l'Asie, le Moyen-Orient et les Amériques. En culture, une initiative particulièrement originale retient l'attention, le Programme national d'excellence artistique. Le principe est de sélectionner chaque année, sur des critères rigoureux et transparents, un nombre limité d'artistes béninois à fort potentiel, notamment des peintres, des musiciens, des danseurs, des écrivains et artistes numériques, et de leur verser une rémunération pluriannuelle pour qu'ils se consacrent entièrement à leur pratique artistique. C'est le principe des bourses artistiques d'État qui existent dans les pays nordiques adaptés au contexte béninois. Cela permettrait de faire émerger une génération d'artistes béninois de renommée internationale portés par la dynamique de valorisation culturelle déjà engagée. Le Bénin est déjà le premier pays de l'UEMOA en termes d'inclusion financière, avec 90% de la population utilisant effectivement au moins un service financier formel. Ce chiffre imagé concrètement signifie que 9 Béninois sur 10 possèdent un compte mobile money, un livret d'épargne ou un accès à une institution de microfinance. C'est une transformation remarquable. Mais l'accès au crédit reste un obstacle majeur pour les petits entrepreneurs, les artisans et les femmes rurales. Les banques classiques exigent des garanties que la plupart n'ont pas. Un titre foncier par exemple, des bilans comptables, des garants, etc. Résultat, une part considérable de l'activité économique reste dans l'informel, privé de financement, pour croître. La proposition du programme, c'est une plateforme nationale de crédit digital permettant d'obtenir un prêt entre 50 000 et 50 millions de francs CFA en moins de 48 heures. La plateforme analyserait automatiquement la capacité de remboursement du demandeur à partir de ces données existantes comme son historique de paiement mobile money, ses revenus estimés, sa déclaration fiscale si disponible. Sur cette base, elle déciderait très rapidement avec un mécanisme de garantie de l'État qui réduit le risque pour les prêteurs et les exigences de garantie physique pour les emprunteurs. Sur la démocratie, la proposition la plus originale du programme est la systématisation des dialogues itinérants de redevabilité publique. L'idée centrale est simple mais radicale. Ce n'est plus seulement aux citoyens de se déplacer vers l'État, c'est l'État qui se déplace vers le citoyen. Périodiquement, le gouvernement tout entier, pas seulement un représentant local, mais les ministres, les élus, les responsables de l'administration, se déplaceraient dans chacune des communes du pays pour une session publique organisée autour de 3 obligations. Rendre compte, c'est-à-dire présenter les résultats concrets obtenus depuis la dernière visite avec des chiffres sans langue de bois. Expliquer ensuite, c'est-à-dire détailler les choix faits, les contraintes budgétaires, les arbitrages difficiles faits de façon pédagogique et accessible. Et enfin, écouter, c'est-à-dire recueillir systématiquement les doléances et les propositions des populations, y compris les voix les plus silencieuses comme celles des femmes, des jeunes, des artisans et des populations rurales. Ce mécanisme institutionnalise la redevabilité. Il ne suffit plus de promettre lors de la campagne électorale et de disparaître après les victoires. Il faut revenir périodiquement rendre des comptes publiquement devant les populations concernées. C'est une forme de démocratie participative directe incrustée dans la gouvernance ordinaire. La justice est souvent le service public le plus éloigné du citoyen ordinaire physiquement parce que les tribunaux se concentrent dans les grandes villes, symboliquement parce que les procédures sont complexes, longues, coûteuses et incompréhensibles pour la plupart des gens. Le programme propose 2 grandes transformations. La première, baptisée Justice centrée sur la personne, vise à rendre la justice lisible et accessible pour chaque citoyen. Concrètement, un portail citoyen permettra de suivre l'avancement de son dossier judiciaire en temps réel, comme on suit un colis postal. Une aide juridictionnelle intégrée aux outils numériques garantira que même les plus démunis puissent être correctement accompagnés dans leur procédure. Une charte nationale d'accueil judiciaire définira les standards de courtoisie, d'information et de délai de réponse dans tous les tribunaux du pays. La deuxième transformation concerne la détention. Aujourd'hui, les prisons béninoises sont essentiellement des lieux d'enfermement. Le programme propose une vision radicalement différente. La détention doit être un temps de reconstruction,
pas seulement d'exclusion. Des fermes pénitentiaires et des ateliers artisanaux seront créés. Un contrat d'engagement pénitentiaire sera mis en place pour chaque détenu, incluant le travail, la formation professionnelle, un suivi socio-professionnel et des obligations réparatives. L'objectif est que les personnes sortent de prison avec des compétences et une capacité de réinsertion réelle, pas avec plus de déconnexion sociale. La dernière grande section du programme est consacrée à la technologie et la formule employée dans le document est forte et délibérément provocatrice. Le Bénin va devenir un exportateur de solutions technologiques. Ce n'est pas un rêve, c'est un plan. Avant de juger cette affirmation, il faut regarder les fondations qui existent déjà. 90% du territoire est couvert en 4G. 3500 km de fibres optiques ont été déployés pour connecter les 77 communes. Un code du numérique encadre la cybersécurité et le commerce électronique. Ces MECITI forment déjà des milliers de jeunes au métier du numérique et une stratégie nationale IA et mégadonnées positionne le Bénin parmi les pionniers africains de cette révolution. Ces fondations sont réelles. Pour aller plus loin, le programme identifie 4 leviers structurants. Les infrastructures nationales, dans un premier temps, des centres de données sécurisés sur le territoire béninois, des supercalculateurs nationaux pour les traitements massifs de données et une plateforme nationale de collecte et de valorisation des données produites au Bénin. Un programme ouvert à tous sans condition de diplôme en intelligence artificielle, sciences de données et robotique déployé via les MECITI Hubs dans tout le pays. Dans un troisième temps, le cadre réglementaire. Une loi sur la localisation des données pour garantir que les données produites par les Béninois restent au Bénin et ne soient pas stockées et exploitées exclusivement à l'étranger. Et enfin, l'adoption communautaire. Des relais digitaux dans chaque localité pour accompagner les populations qui ne sont pas encore à l'aise avec les outils numériques. Et pour accélérer la création d'entreprises technologiques, une IA Factory formera des jeunes par la pratique sans condition de diplôme pour résoudre des problèmes concrets soumis par des organisations publiques et privées. Un label national Bénin Original certifiera les solutions technologiques développées localement et leur ouvrira l'accès au marché public et au marché international. La crédibilité de cette ambition repose sur un pari, que les infrastructures numériques déployées, combinées à un système éducatif reformé et à une jeunesse de plus en plus connectée, créeront un terreau suffisamment fertile pour faire émerger un écosystème technologique national. C'est ambitieux, mais des pays comme le Rwanda ou le Maroc ont démontré qu'un État africain déterminé peut effectivement se positionner sur la carte technologique mondiale en moins d'une génération. Voilà, nous avons fait le tour complet du programme. Est-ce que ce programme est suffisamment convaincant pour le Béninois? Cela, c'est à vous de décider. Mon rôle ici était de vous donner les outils pour comprendre. Ce que vous en faites, c'est votre affaire de citoyen. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la autour de vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette analyse. À très bientôt. C'était Adebola Pativo.